Bon bah bienvenue à toutes et à tous dans le podcast La Sueur. On est avec William Gomis et là en vrai j'ai vraiment hâte de pouvoir parler de tout ce qui se passe avec toi parce que là, il y a ça quelques mois tu nous disais, tu combattais à Arès, tu disais là c'est un rêve l'UFC, on va construire pour arriver jusqu'à ce rêve mais du coup t'étais vraiment des étoiles dans les yeux en y pensant. Littéralement quelques semaines plus tard ça se réalise déjà. Est-ce que tu peux nous dire déjà comment tu te sens là émotionnellement ? Aujourd'hui, je me sens très bien. Donc, quelques jours auparavant, j'ai été dépassé par mes émotions. Ah ouais, franchement, quand j'ai su la nouvelle, j'étais ouf pendant plusieurs jours, pendant 3-4 jours, voilà quoi. Tu m'étonnes. Mais maintenant, là, ça va mieux. Je suis recentré, focus sur le combat, donc là, je suis tranquille. Et du coup, est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots pourquoi c'était aussi important pour toi, enfin pour tous les combattants, l'UFC forcément c'est la plus grosse organisation, c'est le rêve, mais qu'est-ce qui faisait que pour toi c'était aussi important et c'était un rêve depuis, je sais pas depuis quel âge d'ailleurs tu vas nous dire, mais que c'était autant monstrueux pour toi d'y arriver ? Alors déjà c'est un rêve pour moi depuis mes 16 ans. Depuis le jour où j'ai commencé les sports de combat. Donc j'ai aimé ça et le mois suivant j'ai dit mais je veux être à l'UFC, je veux être le meilleur combattant à l'UFC, je veux être le meilleur combattant de la planète parce que si t'es le meilleur à l'UFC, t'es le meilleur de la planète. Donc c'est ce qui fait l'importance en gros d'être à l'UFC parce que c'est là que sont les meilleurs. Soit. Mais quand t'as commencé le MMA, enfin du coup t'as commencé direct par le MMA ? Non, je faisais du Sanda, Sanchu Sanda. Oui, donc, c'est ok. C'est du kung-fu. Donc c'est du pied-point avec de la lutte. Des projections, voilà. Mais il n'y a pas de combat au sol. Exactement. Donc j'ai été jusqu'au championnat d'Europe et j'ai gagné les championnats d'Europe et ensuite je me suis dit MMA parce qu'il y avait mon oncle qui faisait déjà du MMA, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, je me suis dit je veux faire pareil. Et du coup ça veut dire que c'est après un mois de Sanda que tu as commencé à te dire déjà je veux être à l'UFC et devenir le meilleur ? Déjà c'est venu très vite, très compétiteur parce qu'avant ça je faisais de l'athlétisme donc déjà j'étais à un bon niveau pour un jeune et ensuite avant ça même j'étais au foot. Avant l'athlétisme je faisais du foot, mon père qui était entraîneur donc vraiment l'objectif c'était d'être le meilleur à chaque fois dans tous les sports et on fait ce qu'il faut pour. Puis là du coup t'es en chemin. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé ? T'étais censé du coup combattre contre Alioune, le fameux combat, on en reparlera, qui était censé se faire déjà plusieurs fois. Comment est-ce que ça s'est passé ? Comment t'as reçu la nouvelle ? Et décris-nous un peu tout le processus. Alors il y a Fernand qui m'appelle et qui m'envoie un message déjà et me dit tiens regarde cet adversaire là regarde si tu peux le battre. Donc déjà, ma première réaction, j'ai dit mais c'est bizarre, mais non mais c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe là ? On avait le combat, je voulais le faire ce combat, je comprenais pas, tu vois. Donc en plus il met des petits trucs comme ça, ok. Voilà, donc me dit tu vois directement déjà, je suis en train de descendre, tu vois. Ensuite, il me montre l'adversaire et tout, il me dit mais tu penses que tu peux le battre ? J'ai dit mais on peut battre tout le monde dans tous les cas. Tu sais, avec la stratégie, on peut battre n'importe qui. Et ensuite. Donc j'ai dit oui, on peut le battre. Et il me dit, du coup, ce serait plutôt pour le 3, pas pour le 2, mais plutôt pour le 3. Là, j'attends comme ça, je réfléchis. Ça monte au cerveau. Tu savais au fond de toi. C'est le 3. Et j'ai mon téléphone dans tous les sens. Et tu sais ce qu'il a fait, le pire ? Quand tu le verras, tu lui demanderas. Il a screen vidéo. Donc il voit, t'as ma réaction en direct et je suis comme un malade. Ouais, mais en même temps, c'est vrai qu'il sait bien le moment pour faire des petits trucs comme ça parce que c'est une fois dans une vie, quoi. Ouais, il est trop fort. Non, franchement, et du coup, non, c'était beaucoup d'émotions. Maintenant, je suis redescendu et je suis centré. Il va falloir que je sois comme une machine, une calculette, que je calcule tout pendant le combat, donc plus d'émotions. Mais c'est ça, et comment est-ce que tu vas faire pour... Bon là t'as réussi à digérer un petit peu l'information, maintenant ça doit commencer à s'ancrer un peu dans ta tête que tu vas combattre à l'UFC Paris, mais comment est-ce que tu fais pour là vraiment redescendre un peu en pression et passer, bon déjà tu changes d'adversaire, tu changes d'événement, les enjeux sont plus du tout les mêmes, comment est-ce que tu fais là pour te reconcentrer ? Pour me reconcentrer, déjà il a fallu que je laisse passer cette
cette euphorie du combat à l'UFC. Et ensuite, ce qu'il a fallu, c'est que j'ai aussi mon entourage qui m'a aidé pour ça. Comme mon oncle que j'ai vu tout à l'heure, qui m'a dit surtout, voilà, on est là pour calculer, pour faire les choses bien. Donc, dans tous les cas, même pour moi, un combat, c'est un combat. Donc, je me suis toujours vu à l'UFC, donc ça me paraît normal, c'est pas incroyable. Et du coup, même avec Fernand, donc on parlait de ça, mais voilà, je suis prêt. Je suis prêt, donc pourquoi être fou? Je vais pas rentrer dans le combat en me disant c'est la guerre. Non, je suis là pour gagner, donc je vais être malin et efficace. Et en termes de pression, comment est-ce que tu te situes? Dans le sens, bon, tu as déjà fait des gros événements, là tu sais que ça arrive. Est-ce que tu penses que ça va le faire en termes de, tu sais, à l'UFC on parle souvent des Octagon Jitters, la première fois que tu rentres dans la cage de l'UFC, ça c'est quelque chose que tu prépares déjà? C'est quelque chose que je prépare déjà. En fait, j'ai de la chance d'avoir eu mon expérience aussi en Sanda. Okay. Donc pour moi, déjà arriver au championnat d'Europe, du monde, pour moi c'était incroyable au fond. Et par exemple, les mondes, j'ai mal géré la pression. Okay. Et aux Europes derrière, j'ai bien géré la pression. J'ai déjà l'expérience, j'ai cette chance-là. Okay. Donc je sais que je vais pas être dépassé par mes émotions ou par la pression. Je sais que je vais être bien. Qu'est-ce qui s'est passé au championnat du monde qui a fait que tu as été dépassé? Au championnat du monde, je tombe contre le champion en titre au premier tour et je suis comme un fou, je rentre excité, je veux tout casser en fait. Donc le gars, je lui ai fait mal, mais vraiment, je lui ai fait mal, mais il a gagné quand même au point parce qu'il était beaucoup plus malin que moi. Donc il m'a amené, il me faisait amener au sol quand moi je voulais rentrer comme un malade. J'étais dépassé vraiment par mes émotions. Faut surtout pas... on peut avoir un monstre en soi. Donc on peut laisser parler le monstre, mais il faut pouvoir le canaliser, le contrôler. Si tu le contrôles pas, ça sert à rien. Ouais. Ok, ouais. Donc ça veut dire que vraiment, il y a souvent dans les carrières des combattants ce moment-là, et ça peut être une défaite, ça peut être un gros combat où ils réalisent qu'ils peuvent plus être tout fous entre guillemets dans la cage, etc. Bah toi, ça veut dire que du coup, l'avantage, c'est que cette expérience-là, tu l'as déjà eue et c'est même pas en MMA, donc t'as déjà vécu ce qui fait que là, tu vas pouvoir plus sereinement aborder la pression d'un combat à l'UFC. Exactement, c'est la chance que j'ai. Okay. Exactement. D'accord. Et alors là, du coup, pour revenir un petit peu à ce qui s'est passé, donc tu étais censé combattre à Lyon, je crois, déjà, je ne sais plus quel numéro de Ares, à Lyon Nai, le Ares 9, qui se passait 2 ouais, là. C'est celui, ouais, et même encore avant, du coup, c'était censé le combattre. Encore avant, exactement. Ok, et il y avait eu Barao. C'est et ça. Du coup, Barao n'était pas venu, mais Alioune avait déjà signé pour un autre combat. C'est ça. Et du coup, ça, c'est cruel parce que c'est un choc qu'on aurait tous aimé voir, ouais. Mais tu y es pas pour grand chose parce que c'est vrai que la première fois, soit c'était un ancien champion UFC, soit là c'est l'UFC directement. C'est le jeu. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est vrai que même s'il y avait entre guillemets, c'est un combat qui promettait, qu'on attendait tous. Ouais. Et c'est vrai que ça fait un peu chier pour Nai parce que c'est vrai que pour lui, ça fait 2 opportunités. Mais qu'est-ce que tu voudrais lui dire là par rapport à c'est des combats qui auraient été extraordinaires, peut-être qu'ils se feront un jour, mais qu'est-ce que tu voudrais lui dire là, sachant que c'était une rivalité peut-être qu'on ne verra pas du coup? En fait, le truc c'est que c'était une rivalité pour le public, mais pour moi c'était pas une rivalité. Je voulais juste gagner ce combat-là. C'est un combattant comme un autre. Donc il n'y a pas vraiment de rivalité. Et savoir qui est le vrai Jaguar, s'il veut, je lui laisse, tu vois, c'est vraiment... vraiment, voilà. Et juste bon courage pour son combat le 2, quoi. C'est tout. Hein. Ouais. J'ai rien de spécial à lui dire. Quoi. Ouais, non, c'était... Ouais. Et pour, du coup, là, pour revenir à l'UFC, là, t'arrives dans une division qui est ultra chaude, clairement. Là, il n'y a que des tueurs à gages. Là, comment est-ce que t'approches les prochains combats? Comment est-ce que t'approches... forcément, t'es combattant, t'es compétiteur, t'as envie d'aller loin, on va pas se jinxer. Oui. Mais comment est-ce que t'approches la construction de ta carrière si tout se passe bien là à l'UFC maintenant que tu y es? Comment je vois ma construction de carrière? Déjà, mes 4 premiers combats, je veux faire des combats de malade. Okay. Faire des très beaux combats parce que c'est pas le tout de gagner, c'est aussi de faire une belle prestation et c'est ce qui fait vendre et c'est ce que veut l'UFC. Donc déjà, je veux faire des bons combats pour les 4 premiers et ensuite aller chercher le top 10 quoi. Aller chercher le top 10 et ensuite la ceinture. On va faire ça par étapes. Ouais. Donc ce que je veux, c'est faire des masterclass. Ouh. Et c'est vrai que ça c'est un point qui est vachement intéressant à l'UFC, c'est que on a de plus en plus l'impression que bien sûr, ce qui est évident c'est que les résultats sont importants, mais que
pour les premiers combats que tu fais dans l'organisation, c'est presque tout aussi capital d'impressionner en termes de spectacle. Et ça, du coup, dans ton dernier combat à Arès, c'était compliqué parce que c'est un adversaire que tu avais eu au dernier moment, donc c'était compliqué, tu avais tout à perdre. Donc tu as géré, tu l'as battu. J'avais deux blessures aussi. Tu avais des blessures. J'étais limité dans mes capacités. Donc et malgré ça, tu as quand même essayé de faire le show avec le ground and pound en regardant la caméra, exactement. etc. Mais du coup, tu as été obligé de gérer parce que tu avais trop à perdre. J'étais obligé de gérer. Même moi, ce combat-là, franchement, je le kiffe pas de ouf, pour vous dire la vérité. Donc là, cette fois-ci, là, je suis en pleine forme, donc ça va être différent. Ok. Et du coup, là, t'approches ce combat-là à l'UFC en te disant, il faut que je gagne, bien sûr, c'est le plus important, mais il faut vraiment que je marque les esprits. C'est comme ça que tu l'approches? Faut que je performe. Ouais, franchement, je l'approche comme ça. Faut que je performe. Faut que je fasse kiffer mon public. Quand même. On est en France, on est chez nous, à Paris. Faut que tout le monde kiffe aussi. Donc je le fais pour moi et bien sûr pour tout mon public. Donc vraiment, il faut que je sois au maximum. Et comment est-ce que tu vas faire pour, entre guillemets, gérer les deux, dans le sens où on a presque, on va dire, forcément, si tu veux faire du spectacle à coup sûr, ça veut dire prendre des risques. Mais prendre des risques pour ton premier combat UFC où il y a tellement en jeu, ça peut être difficile à jauger. Comment est-ce que tu vas faire ça? Alors, pareil, là où j'ai de la chance, c'est que j'ai une bonne distance. C'est-à-dire que je peux faire du spectacle sans prendre tant de risques que ça. Ok. Vraiment, avec ma distance, et même si mon adversaire est grand, d'ailleurs, il fait exactement ma taille, je vais pouvoir faire du spectacle. Parce que c'est aussi un striker. Donc autant dire que ça va donner. J'ai trop hâte. Ok. Et chez ton adversaire, donc tu as dû l'étudier forcément. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de lui et comment tu l'analyses? Je pense que c'est un très bon combattant. Vraiment, je le trouve très bon, assez efficace. Un combattant qui avance beaucoup et qui va en ligne droite. Après, je le trouve pas solide en lutte. Ok. Un sol un peu chiant quand même. Mais dans le sens, il te neutralise et tout ça? Ouais, il bloque le jeu, et puis il bouge un peu, il va chercher des clés de bras. Au sol, il est un peu chiant, mais même si c'est pas son point fort, la lutte, je vais aller le chercher en striking. Son point fort. Donc son point fort, c'est le striking, et c'est le mien aussi. Donc autant jouer à ce niveau-là et faire plaisir à tout le monde. Et comment? Mais du coup, quelles sont ses forces en striking? Où est-ce qu'il brille? Plutôt en anglaise. En anglaise parce que son dernier combat, je crois, il met un uppercut et le gars tombe raide mort. Okay. Et donc plutôt en anglaise, assez rapide. Après ça reste un combattant à ma portée. Ok. Et là du coup en termes de progression, comment est-ce que t'as quel âge déjà exactement? 25. Voilà. Comment est-ce que tu analyses les choses et ton niveau, dans le sens, là forcément t'as encore énormément à apprendre, mais par rapport à ta progression à l'UFC qui va se faire en parallèle, est-ce que t'as un âge ou est-ce que tu te donnes un nombre de combats à partir duquel tu penses que, avec l'entraînement que tu fais là, avec les combats que tu auras et l'expérience que tu emmagasines, où tu seras à ton pic? Comment est-ce que tu vois les choses et dans combien de temps? Alors, déjà, ça c'est Dieu qui décide parce que depuis mes 16 ans, je dis qu'à 24 ans, je serai à l'UFC. Au final, presque. Au final, là, c'était à 25, mais bon, voilà, ça s'est fait. Donc maintenant, je pense que j'atteindrai mon pic. Je serai champion de l'UFC, je pense, vers 28-29 ans. Ok. Voilà, c'est mon objectif. Et maintenant, je laisse Dieu décider de la suite, quoi. Ok. Et là, du coup, pour t'entraîner et pour avoir, le niveau que tu rêves d'avoir, là, tu étais du coup à la Chat Academy avant, où tu as acquis un énorme niveau. Là, maintenant, du coup, tu es au MMA Factory. Tu t'entraînes avec des stars qui sont déjà à l'UFC. Qu'est-ce qu'ils ont pu t'apprendre par rapport à tout ça? Surtout, ils m'en apprennent au niveau de l'expérience. Comme Nassourdine qui me donne des conseils et franchement je les prends avec plaisir. Tu vois, pareil, lui aussi m'a aidé à me dire premier combat c'est l'UFC, mais un combat c'est tranquille. Lui aussi m'a aidé dans ça. C'est surtout leur expérience. J'aime bien prendre l'expérience de ceux qui sont passés par là avant moi. Et exemple, ne pas faire les mêmes erreurs ou des trucs comme ça, tu vois. Donc faut toujours prendre l'expérience des autres. Donc ce qui est bon à prendre, tu le prends. Ce qui n'est pas bon à prendre, tu le prends pas. C'est comme les techniques de combat. Tu prends ce qui est bon pour toi. Et c'est ce que je fais avec eux. Et je les remercie parce que ils sont là, quoi.
Et ça, c'est quelque chose, même ne serait-ce qu'au niveau de l'entraînement desquels tu peux apprendre. Donc il y a forcément au niveau de la mentalité et des tricks un petit peu qui te donnent pour éviter que tu t'éparpilles, etc. Mais est-ce qu'en termes d'entraînement aussi, du coup, tu as vu chez eux, que ce soit Nassourdine, Cyril ou Taylor ou autre, des choses où tu t'es dit, ah oui, d'accord, ça, je ne le faisais pas, et là, clairement, c'est ce qu'il faut pour l'UFC? Non, pas vraiment. Ok. Ça, pas vraiment, parce que j'ai mon style bien à moi. Du coup, j'ai du mal un peu à aller chercher chez d'autres combattants. Donc, je vais en chercher sur peut-être 2 combattants, tu vois. Mais ça s'arrête là. J'ai mon style qui ne colle pas forcément avec les autres. Ok. Donc, voilà. Et là, du coup, au niveau du top de la catégorie, top 10, top 5, qu'est-ce qui te fait peur ? Forcément là tout de suite c'est un petit peu tôt, mais dans l'avenir, si jamais ce sont les mêmes têtes d'affiche qui restent aux mêmes endroits, qu'est-ce qui te fait peur, qui te fait le plus soit t'inspire, soit tu dis ok, lui il va falloir vraiment que je progresse parce que sur ces points là je pense que il me tient. Comment tu analyses un petit peu top 10, top 5 de la KT? Franchement, il n'y a personne qui me fait peur dans le top 10. Mais vraiment, hein, c'est... Ok. Tu vois, des fois, on peut se dire, ah, il abuse. Mais non, je suis sincère, il n'y a personne qui me fait peur dans le top 10 de l'UFC. Ok. Tu vois, je sais que je peux en exploser plein. Je te jure. Bah oui, mais c'est la mentalité donc, de dans le champion. top 10 de l'UFC, je sais que je peux en exploser plein. Là où j'aimerais encore progresser quand même, c'est pour un seul gars. Il n'y a qu'un seul gars qui pourrait me mettre en danger au niveau de la lutte parce qu'il annule complètement le combat. Il s'appelle comment déjà ? Un petit lutteur de l'American Top Team en 66 kilos. C'est pas Rivera ? Non, un russe. Il est dans le top 10 ? Ouais. Ah, c'est pas Dvalishvili ? Non. Attends, comment ? Oui, Question pour un champion. Ouais, ah shit. Merde. Je sais plus, mais on le mettra sur l'écran. Tu vois de qui je parle. Mais je vois de qui tu parles. Ouais. Exactement. Et lui, du coup, il annule tout le monde, les strikers, même les lutteurs, il arrive à les annuler. Ouais. Je pense qu'il y a juste un travail à faire pour lui et après c'est bon, je peux aller atteindre la ceinture. Ok. Donc ça veut dire que pour l'instant, entre Evloev, c'est ça, Movsar Evloev. Evloev. Ok, voilà. Evloev, Movsar, exactement. Il y a que lui, sa lutte, elle est un peu chiante. Tu vois, il peut annuler le combat. Pas me mettre à terre, parce que je pense avoir de bonnes défenses, mais me coller et annuler le combat, ne pas me laisser m'exprimer. Il y a que lui qui peut être un peu chiant. Ok. Et du coup, malgré... Alors, on sait que c'est totalement différent dans le sens... Même si, du coup, dans le standard, il y a le striking et les projections, comme il n'y a pas le sol qui continue derrière, forcément, l'approche est différente. Mais donc, ça veut dire, vu ce que tu viens de dire là, que pour l'instant, c'est plutôt la lutte où tu te dis... C'est là où, si jamais je me fais surprendre, j'ai, entre guillemets, le plus de problèmes que je pourrais avoir. C'est ça, il peut me faire perdre du temps, on va dire, dans le combat, tu vois. Il peut me coller, me serrer, ne pas me lâcher. Mais franchement, à la Factory, là, je commence à avoir les armes aussi pour ça. Ouais, d'anti-lutte, etc. Ouais, pour éviter de faire annuler le combat, quoi. Ouais. Ouais. Et là, en termes d'activité aussi, tu as fait, il me semble, 4 combats sur les 2 dernières années. Tu en as fait déjà 2 en 2022. Donc là, tu es en pleine bourre. Et on dit souvent que c'est lorsque tu as un rythme de combat qui est élevé que tu es vraiment à ton pic parce que tu as le rythme, tu es dedans. Est-ce que ça, tu penses que ça va aussi jouer complètement en ta faveur ? C'est vrai, c'est complètement vrai. Quand vraiment tu es dans un rythme de combattre tous les 3-4 mois, tout le temps, vraiment régulièrement, tu es dans une lancée, en fait. Tu es dans une lancée. Tu es déjà positif, tu crois déjà en la victoire. Alors que quand tu combats 2 ans après, tu vas te dire, bon, est-ce que je vais avoir le niveau ? Comment je vais me sentir ? T'as le temps de douter. Vois ? Voilà, t'as le temps de douter. Alors que là, t'es dedans, quoi. Ok. Donc, vaut mieux combattre assez régulièrement si tu veux être au top. Et est-ce que dans ton entourage, ou même ça peut être d'autres combattants, mais est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent particulièrement pour arriver là où t'en es arrivé, et même pour le futur, qui sont soit toujours de bons conseils, ou même desquels tu prends exemple ? Est-ce qu'il y a des gens comme ça dans ton entourage ? Oui, bien sûr. La première personne, c'est ma mère. Je prends beaucoup d'exemples sur elle, parce qu'elle s'est beaucoup battue dans la vie, et pour moi-même. Donc, je fais la même chose. Je me bats et j'avance. Et c'est aussi pour elle. Donc, voilà. Et est-ce qu'il y a des fighters aussi, desquels tu t'inspires ? Des fighters, oui, il y en a bien sûr. Déjà, il y a Grégory, mon oncle. Grégory Baben, la légende. Qui m'inspire beaucoup. J'aime beaucoup aussi, depuis le début, j'aime beaucoup John Jones. Ok.
Donc il m'inspire beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup regardé ses combats, vraiment. Tu m'étonnes. Je les ai saignés. Parce que je trouve qu'il a pas de défaut, ce gars-là. Ouais. Il sait tout faire. Ouais. Il sait tout faire. Donc tu peux pas aller le chercher en lutte. Tu peux pas aller le chercher au corps à corps. Il va t'envoyer ses coudes, tu vas tomber. Ouais. Donc non, je trouve qu'il a pas de défaut. Donc John Jones, et j'aime bien le style d'Adesanya aussi. Ok. Et John, bah, du coup, tu parles de John Jones, donc forcément, j'y pense aussi. Bah, là, tu as une approche qui est extrêmement... Tu vas me voir venir à 200 km. Une approche qui est extrêmement polie et en gros, tu arrives avec une bonne énergie, etc. Est-ce que ça, l'UFC, Conor, Colby Covington, tout ça, le trash talk, est-ce que du coup, ça, c'est quelque chose auquel tu penses, même pas forcément de trash talk, mais en tout cas de titiller un peu les adversaires, parce que ça, bah, c'est pareil, malheureusement, et je veux pas te pousser à le faire, mais il faut qu'on en parle. C'est pas parce que je souris tout le temps, que je rigole et tout, que je sais pas faire du trash talk. Donc en plus de ça, j'aime ça, tu vois. Donc je peux très bien faire du trash talk en ayant le sourire. Ok. Et je crois que ça énerve encore plus même. Ah bah il y a moyen, ça j'avoue. Si tu mets des petites punchlines, des one-liners comme ça. Ok. Et tu parles anglais ? Un peu. Je l'améliore petit à petit, mais je parle un peu anglais, ouais, je me débrouille bien. Est-ce que ça, c'est un truc d'ailleurs où tu dis ça, il va falloir que je progresse parce que ça... Ouais. Je parle un peu anglais juste pour ça. Ah ouais, ok, d'accord. Voilà. Ok, comment t'apprends l'anglais d'ailleurs ? Bah, je vais là-bas. Ok. Plutôt, même petit, on allait à Londres avec mes potes pour apprendre un peu. Ouais, c'est ça. Avec mon manager, on est parti à Miami, donc j'ai pu m'exercer un petit peu. Ok. Non, je l'apprends comme ça, vraiment. Surtout à l'étranger. T'apprends plus facilement l'anglais à l'étranger, c'est dingue. Hein. Ouais. J'ai une application aussi sur mon téléphone, mais quand t'es à l'étranger, t'apprends beaucoup plus facilement. Ouais. Sinon, c'est dur, franchement. Et dernière question pour... on fera une complète du coup une autre fois, une vraie complète avec toi. Mais comme pour que les gens te découvrent un peu, est-ce que tu as, à l'extérieur du combat, de l'octogone, etc., est-ce que tu as une passion ou est-ce que tu as des trucs que tu kiffes faire particulièrement ? Not really. Ah ouais ? Not really, yeah. Je vais genre à klaxon et tout. Ah bah bien non, joué. Franchement, j'ai pas de... Ma passion, c'est le MMA, vraiment. Ouais, t'es vraiment focus à 100% dessus. Ma passion, c'est le MMA et je suis pas dispersé. Vraiment, il n'y a pas... Ok, donc ça veut dire que vraiment, ta vie, t'es... Mais je parais bizarre quand je dis ça. Après, j'aime lire. Ok. J'aime lire beaucoup de livres, surtout développement personnel, tout ça, j'aime beaucoup lire. Ok. Après, j'ai pas de passion... Okay. C'est la bagarre. Ça se tient. Ouais, mais bah, c'est beaucoup de grands champions diront que bah, c'est seulement si t'es presque fou à propos de ta discipline, etc., que tu peux aller au plus haut. Donc ça se tient aussi. Il y a deux écoles, c'est genre t'as ça et t'as Georges Saint-Pierre qui dit bah faut aussi avoir, lui t'es passionné de dinosaures et tout ça, faut aussi avoir des trucs à côté pour pouvoir avoir des sas de décompression. Mais du coup, ouais, pour toi, c'est tu manges, tu respires, tu dors MMA quoi. Ouais, vraiment. Ok. Vraiment, hein, peut-être je suis bizarre, je sais pas. C'est vrai que tout le monde a une autre passion. Non, moi, c'est ma passion. Ok. Donc ça veut dire que tu mates même des combats tout le temps et tu... Ouais, je regarde des combats et tout. Ok. Tu vois, je regarde pas les combats juste parce que je kiffe, mais je regarde les combats pour apprendre. Ok, donc, ouais. Je suis tout le temps là-dedans, en fait. Ouais, tu baignes complètement. Ouais, constamment je baigne dedans. Ok. Eh ben, en tout cas, William, merci beaucoup merci à toi. pour ce podcast. Et puis, du coup, on se souhaite évidemment bon courage et bonne chance pour le 3. Merci. Et puis, est-ce que tu as un message pour tes fans qui viendront du coup te soutenir ou qui te regarderont le 3 ? Bien sûr que j'ai un message pour vous. Je sais que vous en avez marre que je répète ça, mais juste 3 mots. Croyez en vous.